c'est tout. 27.11.2025. Nous sommes dans la 4e année, jour de 177, depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Voici le rapport quotidien sur la situation. Je salue tout particulièrement l'équipage ALGO et les membres de la chaîne, des équipes jusqu'aux officiers d'état-major. Flash spécial, flash spécial, flash spécial. Après que l'Ukraine a plus ou moins accepté le nouveau plan de paix et a montré son unité avec les États-Unis, Vladimir Poutine a affirmé qu'il ne pouvait même pas signer d'accord. Selon lui, l'Ukraine ne possède même pas de gouvernement légitime. En réalité, Vladimir Poutine ne veut pas du tout la paix, et il cherchait simplement à gagner du temps depuis le début. C'est étrange, comment est-ce possible ? C'est vraiment bizarre. Pour ceux qui ignorent encore de quoi il s'agit. Pour Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky aurait dû organiser de nouvelles élections après son mandat. C'est correct, il a raison, mais cela ne vaut qu'en temps de paix. Cependant, le pays est en guerre, et en temps de guerre, le gouvernement en place reste en fonction. C'est inscrit ainsi dans la Constitution et c'est aussi la pratique dans tous les autres pays, y compris ici chez nous en Allemagne. C'est pourquoi il est incompréhensible que l'on puisse défendre une telle absurdité. Je ne parle même pas de Poutine, mais plutôt de nos concitoyens. Car Poutine lui-même sait très bien que le gouvernement est légitime. Il sait aussi que, durant cette guerre, ils n'organiseront aucune nouvelle élection. Ce qui lui donne un point non négociable, qu'il pourrait cependant utiliser comme exigence pour d'éventuelles négociations. C'est comme si je disais que je suis prêt à peut-être m'asseoir à moitié nu devant la caméra lors du prochain live sur la situation. Mais seulement si la chaîne atteint 100 000 abonnés d'ici demain. Un pari sûr pour moi, car je sais que ça n'arrivera pas. Et c'est exactement la même chose ici. Et même si, supposons simplement qu'il y ait de nouvelles élections demain, elles seraient comptées. Alors si Zelensky gagnait à nouveau, Poutine prétendrait simplement que les élections ont bien sûr été truquées. Et s'il ne gagnait pas et que son successeur, qui n'était pas aussi pro-russe qu'il l'espérait, arrivait au pouvoir, il prétendrait simplement à nouveau. Il reste toujours sous l'influence de l'ancien gouvernement, jusqu'à ce qu'il ait lui-même un homme en place qui lui soit favorable lors des négociations. Je veux dire, bien sûr, en cas de capitulation dans ce cas. À Pokrovsk, les combats se poursuivent. Une nouvelle géolocalisation centrale apparaît à l'épingle rouge. Là, un véhicule blindé d'infanterie russe a été attaqué ici, en plein centre, par 3 drones. Il a été renversé par les Russes dans un bâtiment. Cependant, dans un abri endommagé, qui était très facilement accessible aux drones, puisqu'ils pouvaient simplement y entrer en volant. Regardez le véhicule blindé d'infanterie. Les Russes y ont ajouté du fil barbelé pour se protéger des drones. C'est embêtant si elle attaque ensuite sur le côté. Surtout avec une cible immobile, on a pas mal de temps pour repérer le point faible et s'en approcher. Tout cela s'est passé au sud de la gare, à l'épingle rouge, ce qui a fait que la zone environnante a été indiquée comme dominée par les Russes. Ce ne serait possible que s'il restait de nombreux soldats ukrainiens dans la zone. Je parle ici du déplacement du char. Ce qui est très intéressant ici, c'est la question de savoir comment ils ont réussi à amener le véhicule aussi loin au nord de la ville sans se faire remarquer. Près de Pokrovsk, la forte densité de drones des deux camps empêche les Russes d'envoyer des véhicules blindés ou transporteurs en ville. Il y a environ une semaine, le temps était assez mauvais. Nous parlons de pluie, de vent fort et de brouillard. Dans ces conditions, les drones ne volent généralement pas, ce qui ouvre une petite fenêtre de temps pendant laquelle on peut éviter le danger. Il est bien sûr tout à fait possible que les Russes aient délibérément profité de cette fenêtre de temps, et j'en suis aussi assez sûr. Les vidéos dans lesquelles ils se filment eux-mêmes en train d'entrer dans la ville ont toutes été tournées uniquement par mauvais temps. Par exemple, lorsqu'il y a un épais brouillard. On se demande bien sûr depuis combien de temps le véhicule est déjà sur place. Dans la partie sud de Murnerat, il y a eu un autre changement de territoire. En effet, les Russes attaquent ici par le village de Promien, qui se trouve à cet endroit, et ils attaquent aussi par la route ici. J'ai déjà rapporté que les Russes ont également été aperçus ici, parfois dans le village. Je ne savais cependant pas jusqu'où ils avaient avancé, ni jusqu'où ils contrôlaient le village, car ici, en haut, dans cette zone d'artillerie, ils ont récemment attaqué violemment avec de l'artillerie. Cela signifie que les Ukrainiens étaient présents ici à ce moment-là, et nous supposons que les Russes n'ont pas pu avancer plus loin que là-bas. La confirmation que l'empathie locale orientale est sous leur contrôle explique pourquoi je n'ai changé de front que jusqu'ici. La majorité des pertes ukrainiennes surviennent hors des villes comme Murnerat ou Pokrovsk,
où la menace des drones et de l'artillerie a fortement augmenté. Ici, en haut, sur cette route, précisément à l'épingle bleue, c'est là qu'une vidéo a été enregistrée, montrant principalement des pertes ukrainiennes en véhicules. Tout cela ressemble à une petite tête d'épingle que les Ukrainiens contrôlent et par laquelle ils ravitaillent les soldats dans le village ou essaient aussi de les évacuer. Beaucoup de ces trajets ont lieu la nuit, sans aucune lumière, à l'abri de l'obscurité, de préférence par mauvais temps. Cependant, lors de la rotation et de l'évacuation des blessés, on ne peut pas toujours attendre le meilleur temps ou les meilleures conditions. Le risque implique donc que certains véhicules, y compris leur équipage, puissent être perdus. La situation reste mauvaise, même si le front n'a bougé qu'une seule fois, de façon minimale cette semaine. Nous le voyons très clairement ici sur la carte de la situation. Comment en est-on arrivé là ? Comme je l'ai souvent dit, cela me rappelle beaucoup le retrait d'Avdiivka. De façon incontrôlée, non coordonnée et surtout trop tard. On ne peut pas embellir la situation, ni du côté ukrainien. Ils doivent désormais évacuer de nombreux soldats par une voie étroite à Munerat, constamment bombardés ou surveillés par les Russes avec de l'artillerie et des drones. Ni du côté russe, qui a perdu bien plus de 250 000 soldats pour les gains territoriaux obtenus depuis le début de la bataille de Pokrovsk. À mon avis, les pertes sur le nouveau cimetière de véhicules auraient pu être totalement évitées si l'on avait réagi plus tôt. Les spectateurs qui me suivent depuis longtemps savent donc combien de fois j'ai mis en garde contre cette situation, parce que je l'ai vu venir à plusieurs reprises. Voici maintenant le résultat. La stratégie de l'état-major ukrainien de tenir cette position à Munerat n'aurait de sens que si l'armée russe était sur le point de s'effondrer à ce secteur. Mais ce n'est pas le cas, car derrière la ville, il y a encore des positions, ce qui n'est pas le cas, puisque celles-ci ont été construites avec beaucoup d'efforts au cours des derniers mois. Ou si l'on souhaite planifier une contre-attaque pour élargir la poche de l'intérieur, briser la logistique russe et ainsi isoler et combattre rapidement les unités dispersées lors d'engagements rapides. Mais je ne peux pas l'imaginer, car il devrait alors faire passer un très grand nombre d'unités par le même petit goulot d'étranglement où se trouve maintenant un cimetière de véhicules. Je sais que parmi mes spectateurs réguliers, il y a un général à la retraite et au moins 2 officiers d'état-major. Votre avis à ce sujet serait très important pour moi. Peut-être laisserez-vous une évaluation dans les commentaires. D'ailleurs, j'ai trouvé ici une vidéo où les Russes évacuent un soldat blessé avec un quad. Je veux dire, ça a l'air de fonctionner, peu importe à quoi ça peut ressembler. Les Russes sont imbattables en improvisation. Probablement parce qu'ils se moquent de toute façon des conséquences que tout cela pourrait avoir. Par exemple, lors d'une attaque de drone, il ne peut pas se libérer lui-même et le drone reçoit pratiquement une cible ligotée jetée à ses pieds. Un lance-roquettes multiple russe est repéré par un drone et détruit par un autre. Je trouve particulièrement intéressant ici qu'on puisse même distinguer assez bien sur la vidéo le filet de camouflage qui recouvre le véhicule. Alors qu'un drone ordinaire n'aurait peut-être même pas détecté le véhicule, il est ainsi possible de repérer et de combattre des véhicules camouflés. Il a explosé après l'impact, car il contenait sûrement des munitions et était simplement stocké là. L'avant-dernière attaque de drones russes contre l'Ukraine a fait que certains des drones sont tombés en Moldavie. C'est pourquoi ils ont convoqué l'ambassadeur russe pour discuter des incidents. Il a été accueilli par l'un des drones. Regardez comment son expression change en sortant, presque comme s'il se demandait s'ils avaient retiré l'ogive avant. Personnellement, je trouve ça très bien. Ils doivent bien voir pourquoi ils ont été convoqués. Politico rapporte que l'Europe envisage maintenant quelque chose qui semblait autrefois impensable. Et à ce stade, je dois dire tout de suite que prendre quelque chose en considération est très très typique de l'Europe. Nous voyons très souvent que quelque chose est pris en considération ou discuté, puis on n'en entend plus jamais parler. Et c'est un gros problème. Mais l'annonce en valait quand même la peine. En effet, on envisage de mener une contre-attaque contre la Russie. Après des provocations répétées, des attaques de drones et d'avions, des perturbations système de positionnement global du sabotage ferroviaire et de la désinformation, les membres de l'Union européenne et de l'OTAN envisagent de lancer des cyberattaques contre des cibles cruciales pour l'effort de guerre russe. Parmi elles, le centre de drones Alabouga, des sites énergétiques et des routes d'armes. L'OTAN pourrait également réagir à une nouvelle tentative de sabotage par des exercices militaires soudains près de la frontière russe de l'Estonie.
Nous avons vu qu'ils n'en font évidemment pas trop, comme par exemple lors du basculement de l'espace aérien en Pologne. Les Alliés lancent même certaines campagnes d'information qui s'adressent directement au public russe. C'est peut-être vraiment un bon point. Et comme je l'ai souvent dit, nous sommes en guerre. Pas une guerre qui se mène sur le champ de bataille, mais une guerre diplomatique et en même temps hybride. L'Occident est en train de perdre totalement. La Russie a une force absolue ici. Sa désinformation est si ancrée que nous nous disputons déjà entre nous. Beaucoup pensent qu'il y avait un accord sur l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, alors que Gorbatchev lui-même a dit que cela n'existait même pas. Ou que l'Occident serait responsable, ou que de faux gains territoriaux seraient annoncés. Ou encore que les soldats de l'OTAN combattent dans la guerre et tombent les uns après les autres. Vous le savez vous-même. Des objets volants russes entrent souvent dans notre espace aérien, et des cyberattaques russes menacent l'OTAN. L'Allemagne est au 8e rang mondial des pays les plus attaqués, et ce mois-ci même à la première place. Nous pouvons nous réjouir que notre numérisation consiste encore en grande partie à imprimer des documents, à les rescanner, et que le système de pneumatique reste un moyen courant aux côtés des télécopieurs obsolètes. Il est temps que nous ne nous laissions plus toujours faire dans cette guerre hybride et que nous commencions à nous défendre. Car la Russie nous attaque jour après jour. Un remerciement tout particulier va à l'équipe ALGE, aux membres de la chaîne et surtout au lieutenant-colonel Renek. Et sur ce, je vous remercie comme toujours de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à la prochaine mise à jour de la situation.